Bonjour à toutes et à tous. Merci de nous avoir rejoints pour cette conférence en ligne organisée par le Musée national de préhistoire en partenariat avec la SAMRA, la Société des Amis du Musée et de la Recherche archéologique, dont le président Bruno Moreil est présent ce soir. Nous espérons que vous apprécierez ce nouveau format sur la plateforme LifeSize que nous expérimentons aujourd'hui compte tenu de l'impossibilité malheureusement de vous accueillir à l'auditorium du musée. Nous espérons également ne pas rencontrer trop de difficultés techniques dans la diffusion en direct de cette conférence, mais si tel était le cas, nous vous prions de nous en excuser par avance. Si nous venions à être coupés par exemple, je vous demanderai d'actualiser la page afin de vous reconnecter quelques minutes plus tard. Par ailleurs, sachez qu'il existe un léger décalage d'une vingtaine de secondes environ entre la réception Internet chez vous et le discours du conférencier. J'en profite ici pour remercier chaleureusement Pierre-Jean Daudat d'avoir accepté d'assurer cette conférence en ligne et de répondre à vos questions à distance. Je vous demanderai à ce sujet de bien vouloir attendre la fin de la présentation pour formuler vos interrogations. Il vous suffira de les rédiger sur le panneau d'échange qui est disposé sur la droite de votre écran, que vous pouvez aussi ouvrir dans une fenêtre séparée si vous souhaitez garder le PowerPoint en grand. Alors, je vois déjà apparaître des messages pour saluer nos intervenants. C'est que tout fonctionne normalement jusqu'ici. Très bien. Pour en revenir à vos questions, je les relayerai en tant que modérateur, oralement à Pierre-Jean Daudat en fin de séance. J'ai donc le grand plaisir de passer la parole à Bruno Moreil, qui, en tant que président de la SAMRA, va vous présenter notre conférencier, Pierre-Jean Daudat, dont l'intervention portera sur un sujet qui a interpellé un grand nombre d'entre vous, si l'on peut en juger par la quantité d'inscrits ce soir. Nous sommes ce que nous mangeons. Bruno, c'est à vous. Merci beaucoup Marie-Cécile, bonsoir à toutes et tous, heureux de vous retrouver à nouveau en visioconférence, malheureusement oserais-je dire, parce qu'on préférerait tous être dans l'amphi du Musée national de préhistoire, et on remercie encore le Musée national de préhistoire pour toute la collaboration que nous établissons tous les ans pour avoir ce cycle de conférences de la SAMRA. Donc bonjour à toutes les adhérentes, tous les adhérents de la SAMRA, bonjour à toutes les personnes qui se sont inscrites à cette conférence, qui va être une première expérience pour Pierre-Jean Daudat, je crois, de conférence grand public. Donc, je vous demanderai naturellement d'être indulgente et indulgent, mais peut-être que vous n'aurez pas besoin d'être tellement indulgente, puisque Pierre-Jean est un étudiant en thèse brillant, puisqu'il a eu un contrat doctoral vers un système très concurrentiel mis en place par le CNRS pour fêter ses 80 ans, qu'on appelle 80 Prime. Pierre-Jean a fait un master à l'Université de Bordeaux, un master 2, sa deuxième année en 2017-2018, et ce sujet de master était déjà en relation avec la problématique de recherche dont il va vous parler lors de cette conférence. Il est ressorti parmi les meilleurs étudiants de master. Et il a fallu qu'il attende un tout petit peu pour que son actuel directeur de thèse, Vincent Balter, directeur de recherche au CNRS, au laboratoire de géologie de Lyon, et moi-même en tant que co-directeur, trouvions le projet, le montage pour réussir à lui permettre d'avoir un contrat doctoral et à commencer ses recherches doctorales. Donc Vincent a passé une année en faisant une année de service civique fort intéressante, je crois, pour Pierre-Jean. Excusez-moi, j'ai dit Vincent, pour Pierre-Jean. Et puis après, il a pu débuter sa thèse, qui a débuté très très bien. Il va vous en parler, vous pourrez lui poser des questions. Et malheureusement, comme tous les doctorants de cette génération, très vite, il a été confronté à la Covid-19 qui nécessite que nous surfions toujours entre les possibilités que nous offre ce virus et les capacités que nous avons à toujours faire de la recherche. Donc, je ne vais pas m'étendre beaucoup plus. Je vais passer la parole à Pierre-Jean qui va vous parler d'un sujet totalement nouveau, assez inédit, vous allez voir, enfin pas la problématique, mais les moyens pour l'investir, et qui va concerner très directement des collections du Musée national. C'est à toi, Pierre-Jean, bon courage. Merci, Cécile, merci Bruno pour cette introduction. Je remercie aussi la SAMRA et le musée
national de préhistoire pour m'accueillir et accueillir cette conférence. Donc, je vais maintenant vous projeter mon diapo et je vais donc disparaître de l'écran. Alors, comme vous pouvez le voir, le titre a légèrement changé par rapport à ce que Marie-Cécile a annoncé. J'ai décidé de le transformer en « Sommes-nous ce que nous mangeons ?» puisque je vais essayer, au cours de cette présentation, de vous montrer comment et pourquoi on utilise les isotopes, et en l'occurrence les isotopes du calcium, pour tenter de reconstruire l'alimentation des hommes du passé. Et je m'appliquerai à vous la présenter au travers de l'exemple du néandertalien du site de Régourdou. Alors bon, j'avais prévenu une petite présentation de mon parcours, mais Bruno l'a déjà plutôt bien expliqué. Donc, comme il a dit, j'ai fait le master de biogéosciences de l'Université de Bordeaux entre 2016 et 2018, et j'avais commencé à travailler sur les isotopes du calcium et sur le site de Régourdou, dont les résultats que je vais vous présenter sont issus de ce travail de master, plus d'une partie de mes travaux de thèse. Donc, comme il l'a dit, on a dû attendre une année que j'ai mis à profit pour faire un service civique dans une association de médiation de l'archéologie. Et nous avons en parallèle monté un projet pour obtenir des financements. Ces financements, ce sont, comme Bruno l'a dit, 80 primes du CNRS, mais nous avons aussi des financements de la région Nouvelle-Aquitaine. Donc, je remercie ces deux organismes pour leur soutien financier. Et donc, en 2019, débute ma thèse, donc, sous la direction de Vincent Balter et de Bruno Moreil, et elle s'intitule « Isotopes du calcium et anthropobiologie au Paléolithique moyen ». Donc, je vais vous présenter les premiers résultats donc, obtenus sur Régourdou, et vous verrez deux, trois petites autres choses. Donc, dans un premier temps, je vais commencer par redéfinir ce qu'est un isotope, puisque tout le monde n'est peut-être pas familier avec la notion d'isotope. Et je ferai la distinction entre isotope radioactif et isotope stable. Ensuite, je vous parlerai un petit peu du calcium et pourquoi nous avons choisi de l'étudier, quels sont ses avantages et ses inconvénients. Et enfin, je vous parlerai des applications des isotopes du calcium en paléoanthropologie. Alors, un isotope, qu'est-ce que c'est? Le mot isotope est composé du préfixe iso qui veut dire même et top place, donc à la même place, sous-entendu à la même place dans le tableau périodique. Donc, un isotope va concerner un élément, donc par exemple le carbone qui va avoir plusieurs isotopes, l'azote, l'oxygène. De nombreux éléments possèdent des isotopes. Alors, un élément, qu'est-ce que c'est? C'est un noyau composé de protons et de neutrons. Alors, les protons sont ici en jaune. Ce sont des particules qui sont chargées positivement et les neutrons sont représentés ici en orange. Et ce sont des particules qui n'ont pas de charge. Autour de ce noyau, on va trouver un nuage d'électrons qui, eux, sont chargés négativement. La majorité de la masse d'un élément est définie par son noyau et donc par le nombre de neutrons et de protons qui le composent. On va parler d'isotopes lorsque des neutrons vont être en moins ou en plus par rapport à la forme de l'élément. Vous avez par exemple ici le cas de l'hélium 3, qui est un des isotopes de l'hélium, tout comme l'hélium 4 qui est ici. Les différents isotopes d'un même élément ont des propriétés physico-chimiques identiques. Seule leur masse va varier très légèrement, du fait, comme je l'ai dit précédemment, que la majorité de la masse d'un élément est due aux neutrons et aux protons. Rapidement, je vais vous donner la définition d'isotope radioactif. Ce sont des isotopes dont le noyau est instable et ces éléments vont se désintégrer à un rythme constant en émettant des particules d'énergie et de l'énergie. Vous avez par exemple ici l'exemple du carbone 14 qui est assez connu. Donc c'est le carbone avec deux neutrons en plus qui sont représentés ici en gris un peu plus foncé. Et donc
cet élément est instable, il va donc se désintégrer à une vitesse constante. C'est en utilisant cette propriété de désintégration à une vitesse constante qu'on peut faire des datations, notamment les datations carbone-14 ou uranium-thorium, qui sont beaucoup utilisées en recherche en préhistoire. Je ne vais pas m'étendre beaucoup plus sur les isotopes radioactifs, puisque les isotopes du calcium que j'étudie sont des isotopes stables. Qu'est-ce que c'est qu'un isotope stable? Un isotope stable, c'est un isotope dont le nombre de nos protons et de neutrons dans le noyau ne va pas varier dans les circonstances et les processus naturels sur Terre, donc les noyaux resteront strictement tels qu'ils sont. Je vais utiliser deux petits exemples qui sont probablement assez connus. Donc le carbone qui possède deux isotopes stables, le carbone 12 et le carbone 13, et l'azote qui possède deux isotopes stables aussi, le carbone 14 et le carbone 15. Donc, comme je l'ai dit précédemment, ces deux formes vont être présentes et ne vont pas se désintégrer. Donc, on va toujours avoir la même quantité de ces éléments. Donc, par exemple, on sait que le carbone 12 va être présent à 98,93%, tandis que le carbone 13, lui, est présent à 1,07%. Et ces valeurs ne vont pas changer, ne vont pas être amenées à être modifiées. De même pour l'azote. Alors, vous allez me dire, du coup, si ces proportions ne sont pas amenées à varier, à quoi ça sert de les étudier? Eh bien, je vais introduire ici une notion qui va être fondamentale pour la compréhension des applications qu'on peut faire des isotopes stables, c'est la notion de fractionnement isotopique. Qu'est-ce que c'est qu'un fractionnement isotopique? C'est un tri des isotopes en fonction de leur masse. Comme je vous l'ai dit précédemment, les isotopes vont avoir des masses légèrement différentes du fait de l'absence ou de la présence de neutrons dans leur noyau. Et cette légère différence de masse va faire que certaines réactions, notamment des réactions biologiques, ce sont celles qui vont nous intéresser ici, vont favoriser des isotopes plus lourds ou des isotopes plus légers. Un petit exemple ici. Donc vous avez en rouge des isotopes, par exemple les isotopes d'un élément, mais ces isotopes lourds, et en bleu, ces isotopes légers. Donc vous avez un premier réservoir ici, et mettons qu'ici on a une réaction biologique qui se produit et qui crée deux réservoirs. On va avoir un réservoir qui va être enrichi en isotopes lourds, qui va contenir plus d'isotopes lourds, et un réservoir qui va être enrichi en isotopes légers, donc qui va contenir plus d'isotopes légers. C'est ce qu'on appelle le fractionnement isotopique. Alors, pour essayer de vous l'illustrer de manière un petit peu plus simple, je vais utiliser, on utilise la notation delta. C'est la notation qu'on va retrouver partout dans ce diapo et qui permet d'exprimer les proportions d'un isotope lourd sur un isotope léger. Vous avez ici le calcul rappelé pour le carbone 13 et l'azote 15, puisque ce sont deux éléments très utilisés, comme je l'ai dit, en recherche en préhistoire. Et je vais essayer d'illustrer un petit peu leurs applications tout de suite pour que vous compreniez un petit peu mieux. Donc, prenons le cas de l'azote. Donc, quand on va augmenter les valeurs de delta de l'azote, on va enrichir en isotope lourd notre réservoir. Et ce qui a été constaté et ce qui est grandement utilisé en recherche, c'est que le delta de l'azote va augmenter en même temps que l'on augmente dans les niveaux trophiques. Donc, les herbivores vont être enrichis en isotopes lourds par rapport aux végétaux. Les carnivores vont être, eux, enrichis en isotopes lourds par rapport aux herbivores à nouveau. Et donc, en étudiant la composition isotopique d'une espèce dont on ignore le régime alimentaire, on peut arriver à déterminer si c'est un carnivore ou un omnivore ou un herbivore. Les isotopes du carbone fonctionnent, eux, de manière différente puisqu'ils ne font pas entrer la notion de niveau trophique, mais c'est la notion de fixation du carbone au sein des végétaux. Donc,
De la même façon, ici, on a l'axe du delta 13 carbone qui, lorsqu'il augmente, est enrichi en carbone lourd. Et donc, on va avoir des espèces végétales dites en C3 qui vont fixer moins les isotopes lourds, tandis que les plantes dites en C4 vont, elles, fixer préférentiellement, enfin un peu plus, les isotopes lourds, et les plantes aquatiques, elles, se situent un petit peu au milieu. Donc, on va pouvoir obtenir des informations sur la végétation en étudiant les isotopes du carbone. Ça, c'était juste pour vous présenter deux systèmes isotopiques que peut-être vous connaissez déjà puisqu'ils sont largement utilisés. Maintenant, je vais vous parler d'un autre système qui est le calcium, puisque c'est celui qui nous intéresse ici. Alors le calcium, c'est un élément qui est un petit peu plus gros que ceux présentés précédemment, puisqu'il possède un noyau composé de 20 neutrons et de 20 protons, autour duquel gravitent 20 électrons. Il possède aussi beaucoup plus d'isotopes stables que les éléments présentés précédemment. Il en possède 6, donc vous avez la liste et les abondances juste ici. Donc jusque-là, on comprend pourquoi on peut étudier le calcium. Mais un fait qui nous a tout de suite attiré vers le calcium, c'est que c'est un élément majeur de l'organisme et qu'il est présent à 99% dans le squelette osseux, donc au niveau des os, mais aussi des dents. Or, ce sont deux vestiges qui sont couramment retrouvés en archéologie. Et au-delà de ça, le calcium représente 35 à 40% de la phase minérale de l'os. C'est-à-dire que quand la phase organique d'un os est totalement détruite, ce que vous avez dans vos mains quand vous tenez un os, c'est quasiment pour moitié du calcium. Du coup, quand on voit le nombre d'os qu'on sort en recherche en archéologie, on peut se dire c'est quand même intéressant d'étudier ce calcium. Surtout que ce calcium, il subit un fractionnement isotopique au niveau, dans le corps des mammifères. Donc, il y a un tri des isotopes en fonction de leur masse. Donc, on va pouvoir avoir une information. Alors après, à nous de voir si elle est pertinente. Et je reviendrai là-dessus très bientôt. Donc, je vais beaucoup utiliser la notation delta 44-42 calcium à partir de maintenant. Ça correspond, comme la dernière fois, au calcul du rapport isotopique. Alors, j'utilise aussi, comme c'est des variations très faibles, on les exprime en pour 1000. Donc, je vais aussi beaucoup utiliser le terme de pour 1000. Voilà, c'était juste pour introduire ces thèmes. Alors, pourquoi le calcium? Eh bien, parce que le calcium, on a remarqué qu'il était sensible au niveau trophique et donc, il va permettre de reconstruire des paléoécologies, donc de reconstruire des réseaux trophiques fossiles. Alors, comment est-ce qu'on en est arrivé à cette conclusion? Eh bien, première chose que l'on a constatée, c'est que le calcium que l'on ingère est différent du calcium qui vient composer les os. En fait, il y a une différence qui est de delta entre le calcium ingéré et le calcium de l'os, qui est de l'ordre de moins 0,6 pour 1000. C'est-à-dire qu'on va être appauvri en isotopes lourds par rapport au calcium que l'on va manger. Cet appauvrissement, il est dû à la physiologie rénale qui, en réabsorbant le calcium, va créer un fractionnement isotopique. C'est pour ça qu'on va avoir un déséquilibre. Et puis, on a aussi constaté que si on prenait les os de différentes espèces qui constituent une chaîne trophique, on a une diminution du delta, donc un appauvrissement en isotopes lourds, lorsque l'on passe des herbivores aux carnivores. Vous avez par exemple sur cet exemple
ici groupé des espèces dont le régime alimentaire est plutôt herbivore, et ici en rouge des espèces dont le régime alimentaire est lui plutôt carné. Donc c'est bien, quand on regarde l'axe ici, donc on a bien une diminution du delta quand on augmente dans la chaîne trophique. Et cette différence entre carnivore et proie, on a pu la quantifier, elle est de l'ordre de moins 0,3 pour 1000. Donc c'est-à-dire que quand on va analyser l'os d'un herbivore, et qu'on va analyser l'os d'un carnivore, l'os du carnivore devrait être inférieur en valeur de delta du calcium de moins 0,3 pour 1000. Mais ce n'est pas la seule chose que permet de voir le calcium, puisque si je vous dis calcium, il y a de grandes chances que vous pensiez lait. On sait tous que le lait est très riche en calcium. Et donc, l'étude des isotopes du calcium va aussi permettre de détecter le sevrage. Alors, vous avez par exemple ici l'exemple d'une étude publiée en 2017 où l'on constate qu'on a une modification de la composition isotopique au moment, donc avant la naissance, à la naissance et après la naissance, qui est due à l'intégration de lait maternel dans l'alimentation ou au contraire à l'arrêt de consommation de lait maternel. Mais on peut aussi appliquer ce principe aux fossiles. Donc vous avez ici l'exemple d'une étude qui a été menée sur des australopithèques, des paranthropes et des early homo. Et ce que l'on constate, c'est que dans le groupe australopithèque ici et paranthrope, il n'y a pas de différence de composition isotopique en fonction de l'âge. On constate que voilà, entre 0 et 8 ans, les compositions isotopiques, elles sont très variables et se situent dans un range de variation qui est entre moins 1,4 et moins 1. Alors que si on regarde les early homo, on constate qu'avant 4-5 ans, on n'a pas de valeurs isotopiques qui sont supérieures à moins 1,2, alors qu'après 5 ans, on a des valeurs qui sont systématiquement supérieures à moins 1,2. Ce qui permet aux auteurs de cette étude de conclure qu'il y a une différence que le sevrage était différent entre d'un côté les australopithèques et les paranthropes et de l'autre côté les premiers représentants du genre Homo. En matière de produits laitiers, il n'existe pas que le lait maternel. On est dans des sociétés aujourd'hui qui consomment beaucoup de produits laitiers. Et cette consommation de produits laitiers, elle peut être observée au travers des isotopes du calcium. Si on prend l'exemple de cette étude, donc en rouge, vous avez uniquement des populations qui ne consomment pas de manière régulière des produits laitiers, alors qu'en bleu, vous avez des populations qui consomment de manière régulière, voire intensive, des produits laitiers. Et ce que l'on constate, c'est que les populations qui ne consomment pas de produits laitiers possèdent des valeurs de composition isotopique plus élevées que celles qui en consomment régulièrement. Donc voilà un petit peu pour les deux applications possibles des isotopes du calcium. Moi, comme nous travaillons sur des périodes sur le paléolithique, c'est des périodes où la consommation de produits laitiers autres que le lait maternel n'est pas encore documentée et ne le sera probablement jamais. Donc, je me suis surtout intéressé à l'application reconstruction de réseaux trophiques. Un second avantage du calcium, c'est qu'il est peu sensible à la diagénèse. La diagénèse, qu'est-ce que c'est? C'est la modification au cours du temps, pour nous, des données isotopiques et des éléments. Si l'on prend les données ici, donc vous avez la préservation sur cet axe là, en années, c'est une échelle logarithmique, et vous avez ici les différents éléments.
Donc, si l'on regarde par exemple dans l'os et dans la dentine, des éléments comme le carbone, l'azote ou l'oxygène vont se préserver jusqu'à environ 100 000 ans. Alors que le calcium, qui est représenté ici, lui, va être préservé pour des périodes beaucoup plus longues, plusieurs millions d'années. Ce qui en fait un outil très intéressant pour étudier l'évolution de la lignée humaine depuis ses prémices jusqu'à aujourd'hui. Enfin, dernier avantage du calcium, et non pas des moindres, c'est la possibilité de réaliser des micro-échantillonnages. Comme je l'ai dit, le calcium, c'est 35 à 40% de l'hydroxyapatite. Et donc, on a besoin de prélever des quantités très faibles d'os ou de dents pour pouvoir réaliser des analyses. Vous avez l'exemple ici d'un prélèvement sur un os temporal de cheval qui provient des collections du Musée national de la préhistoire. Donc ici, avant prélèvement et ici, après prélèvement, on voit que le prélèvement fait environ 1 mm de diamètre, donc presque rien. Si on veut comparer avec un prélèvement pour d'autres types d'analyses isotopiques, vous avez ici les stigmates d'un prélèvement pour des analyses en carbone et azote qui nécessite beaucoup plus de matière. Donc, encore un avantage du calcium. Donc, je vous rappelle ici pourquoi le calcium, mais surtout pourquoi est-ce qu'on a choisi de l'appliquer au site de Ré-Gourdou et à l'étude de l'écologie des Néandertaliens. Mais bien parce qu'il est sensible déjà tout d'abord à ces paléoécologies, puisqu'il est très résistant à la diagénèse, ce qui est intéressant pour des périodes anciennes telles que celles que nous étudions, et puis la possibilité de réaliser des micro-échantillonnages qui nous permet d'avoir accès à des vestiges parfois précieux en limitant au maximum l'impact que nous pouvons avoir. Je vais maintenant rentrer un peu plus dans le vif du sujet avec la présentation de quelques résultats que j'ai obtenus au cours de ma thèse. Des premières informations qui ont été plutôt surprenantes, c'est que si l'on regarde ici, donc vous avez la valeur de composition isotopique en fonction de différents types de produits, on constate que les plantes, ici en bleu, possèdent des compositions isotopiques qui sont indiscernables de celles de la viande, ici, des muscles, donc de la viande, ici. Or, tout à l'heure, je vous ai dit qu'il y avait une différence entre un herbivore et un carnivore au niveau de leur composition isotopique. Mais cette différence, apparemment, on ne peut pas l'expliquer par la consommation de viande ou de plantes, puisque normalement, on devrait avoir exactement la même chose. Donc, on s'est penché un petit peu plus là-dessus. On a mesuré les compositions isotopiques de muscles, d'os, alors d'os cortical et d'os spongieux, et de moelle osseuse sur différentes espèces animales. Et ce que l'on constate, c'est exactement la même chose que ce que je viens de vous dire. Vous avez les triangles violets qui représentent les muscles, et la ligne ici en pointillé qui représente la biomasse végétale européenne, d'après les données qui ont été mesurées. Et on constate bien que la plupart des points violets s'écartent très peu de cette droite. Donc, il faut trouver une autre explication à cette différence entre herbivore et carnivore. Et en observant ce graphique, on se dit que cette différence, elle est peut-être à chercher au niveau de l'os, puisque systématiquement, les os sont plus bas que les muscles. Et en effet, si on n'est pas les premiers à s'être posé cette question, si on regarde ici ces données obtenues par Hauser et collaborateurs, on remarque que avec ici l'ajout d'une proportion différente d'os, on va venir faire
bouger la composition isotopique. Donc, vous avez là la composition isotopique, là la proportion d'os qu'on va ajouter à la viande. Et on constate que dès 0,1 à 1% d'os ajoutés à la viande, on va faire chuter drastiquement la composition isotopique. Ce qui nous a poussé à dire que ce n'était pas la consommation de viande qui entraînait une différence entre carnivores et herbivores, mais la consommation alors accidentelle ou volontaire par rongement ou en fracturation des os, d'os, qui va expliquer la différence entre les herbivores et les carnivores. Enfin, on a aussi utilisé ces données afin de calculer la différence qu'il existe entre les muscles et les os chez les mammifères. Et cette différence, elle est de l'ordre de moins 0,3 pour 1000. Or, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais tout à l'heure, je vous ai dit que la différence qu'il existait entre un herbivore et un carnivore, elle avait été estimée à moins 0,3 pour 1000. Bingo, ça a l'air de correspondre. C'est bien l'incorporation d'os lors de la consommation d'une proie que l'on montre lorsque l'on étudie les isotopes du calcium. Alors bon, maintenant, intéressons-nous à Raygourdou. Alors Raygourdou, c'est un site qui est situé à Montignac, dans la vallée de la Vézère, pas très loin de l'entrée de la grotte de Lascaux. C'est un site qui a livré beaucoup de restes, et notamment les restes de 2 individus néandertaliens. Ici, Raygourdou 1, qui est un individu très complet. Raygourdou 2, il est représenté uniquement par un seul os, et il n'a pas été pris en compte dans cette étude. Et de ce néandertalien Raygourdou 1, on a pu analyser l'humérus gauche et le fémur gauche. On a aussi analysé beaucoup de vestiges de faune. Alors, rapidement, pour vous montrer un petit peu l'impact que peut avoir l'analyse isotopique du calcium sur des vestiges, on a ici l'humérus avant prélèvement et ici l'humérus après prélèvement. La zone prélevée est indiquée par la flèche noire ici. On constate qu'elle est assez minime. De la même manière, ici, on a une photo du fémur avant prélèvement et après prélèvement. Donc, le prélèvement a été fait dans cette zone. On voit assez peu. À titre de comparaison, on voit ici sur le fémur droit le prélèvement pour des analyses en carbone et azote, et ici sur l'humérus, le prélèvement pour de la paléogénétique. Et malheureusement, ces 2 analyses n'ont pas marché, alors qu'on va le voir bientôt, le calcium lui a marché. Mais une fois le prélèvement fait, ce n'est pas si simple, on n'obtient pas les compositions isotopiques directement. Il faut passer par plusieurs étapes de traitement que je vais résumer ici. Donc d'abord l'échantillonnage. Lorsque c'est nécessaire, donc lorsque l'on prélève des esquilles, on a une étape de broyage pour homogénéiser le plus possible la composition de notre échantillon. Ensuite, on passe par une étape dite de leaching qui va nous permettre d'éliminer les carbonates de calcium exogènes. Donc les carbonates de calcium exogènes, ça va être notamment la calcite de notre échantillon, parce que ce qu'on veut mesurer, c'est le calcium de l'os et non pas le calcium de la calcite. Donc une fois qu'on a purifié l'os, on va faire 3 étapes de chromatographie. Le but de ces étapes, c'est de purifier le calcium de tous les autres éléments contenus dans l'os, ce qu'on appelle la matrice. Et ensuite, cette fraction de calcium purifié, on va l'analyser par spectromètre de masse. Et c'est là qu'on obtient les résultats isotopiques. Alors, vous avez ici les résultats obtenus pour le site de Raygourdou. Donc, vous avez ici
en l'axe qui vous indique les valeurs de composition isotopique, les différents taxons analysés. Donc, ce sont les données fossiles du site de Reygourdou. Ici, à titre indicatif, j'ai rajouté les données isotopiques obtenues sur des plantes actuelles. Et ce que l'on constate, c'est que, dans un premier temps, les herbivores ont des données et des compositions isotopiques plutôt élevées. C'est le cas du sanglier, du cheval, du renne. Tandis que les carnivores, eux, vont avoir des compositions isotopiques plus basses. C'est le cas du lion et du loup. Alors, une espèce pose un petit peu problème, c'est le renne. Vous voyez qu'il tombe pile poil entre le loup et le lion. Il fait poser plusieurs questions, dont on a plusieurs hypothèses pour expliquer ce positionnement un peu particulier. La première, elle est à chercher du côté d'une réaction, de processus biologiques propres à cette espèce et dont on n'a pas encore mesuré l'impact sur la composition isotopique, peut-être quelque chose en lien avec la pousse des bois. Mais on peut aussi émettre l'hypothèse que ce soit lié à un type d'alimentation particulière, puisqu'on voit que bien que la moyenne des végétaux soit quand même assez haute, on a parfois, donc notamment pour le tronc, les racines des espèces ligneuses, des données de composition isotopique qui sont parfois assez basses. Et notre néandertalien dans tout ça. Eh bien, notre néandertalien dans tout ça, il vient se positionner ici. Alors, entre le loup, le cerf, et le lion des cavernes. Donc, a priori, plutôt avec une composition isotopique de type carnivore. Sauf que je vous ai dit tout à l'heure que les compositions isotopiques de type carnivore, elles étaient dues à la consommation d'os. Donc, pour essayer d'expliquer ça, parce qu'on peut se dire que quand même notre néandertalien n'allait peut-être pas ronger les os aussi fortement et aussi intensément qu'un carnivore comme le lion des cavernes, la hyène ou le loup. On a essayé de trouver une autre explication. Et cette explication, elle nous est venue du côté de la moelle osseuse. Puisque la moelle osseuse, on sait qu'elle a été exploitée par l'homme de Néandertal et par l'homme moderne aussi. Et sa composition isotopique est très proche de celle d'un os, mais elle contient très peu de calcium. Donc, on a fait plusieurs essais. On a créé un modèle que je vous présente ici. Donc, là, on a à moins 0,8 la composition théorique du muscle des herbivores du site de Reygourdou. Et si on ajoute de la moelle osseuse qui ne contient pas d'os, on remarque que pour obtenir une composition isotopique qui correspond à l'alimentation de notre néandertalien, donc c'est ici la zone grisée, il faudrait avoir consommer, on va dire 90% de moelle osseuse, 10% de muscle. Je ne suis pas sûr que ce soit très conseillé de consommer 90% de moelle osseuse. À mon avis, ça ne doit pas être terrible. Alors, on a décidé d'ajouter à cette composition, à cette moelle osseuse, une fraction faible d'os qui peut être apportée par l'os spongieux, donc qui est à l'intérieur de la cavité médulaire et qui pourrait être accidentellement prélevé en même temps que l'on prélève la moelle osseuse, ou de l'os cortical qui aurait pu venir lors de la fracturation pour extraire cette moelle. Ou encore d'une consommation volontaire d'os, puisque l'on sait
qu'il existe des populations inuites qui consommaient du beurre d'os, donc des mélanges de moelle et d'os. Et donc, on a ajouté à notre modèle un petit peu d'os. Et ce que l'on constate, c'est que très vite, si on ajoute entre 1 et 5% d'os à la moelle osseuse, on a besoin de consommer cette fois-ci plus que 1 à 10% de moelle osseuse pour expliquer l'alimentation de notre néandertalien. Ce qui nous a conduit à émettre l'hypothèse que Raygourdou 1, donc notre néandertalien, se place, à cette composition isotopique puisqu'il avait consommé de l'os et probablement de la moelle osseuse. Donc, notre conclusion sur l'alimentation du néandertalien de Raygourdou, c'est que c'était un consommateur de viande, probablement, puisqu'il se place à des compositions isotopiques proches des carnivores, et notamment un consommateur d'os et de moelle osseuse. Mais nous ne pouvons pas exclure la consommation de végétaux en proportion peut-être importante, puisqu'il se place à des valeurs proches de celles du renne, qui, lui, n'est pas connu pour être un grand consommateur de viande. Donc, après, là, je vais vous présenter un petit peu ce que l'on souhaite faire par la suite dans le projet de cette thèse. Donc, l'étude de l'alimentation d'un néandertalien, c'est intéressant, ça nous apporte beaucoup d'informations sur le site, mais à l'échelle de l'évolution de Néandertal, ça ne représente pas grand-chose. Donc, nous avons décidé d'analyser les restes néandertaliens et de faune de 6 sites qui se répartissent entre le stade isotopique 3, donc assez proche de nous, et le stade isotopique 7, donc plutôt éloigné, et de voir s'il y a des différences de comportement alimentaire en fonction du temps, en fonction du climat, mais aussi notamment sur les sites des Pradelles, où il y a beaucoup d'individus. Nous souhaitons voir s'il y a des différences de comportement alimentaire entre différents individus. Voilà, j'en ai fini. J'espère que cette présentation vous a plu. Merci Pierre-Jean. Écoutez, c'était une présentation très claire. Je crois que nous verrons différemment désormais ce que nous avons dans notre assiette. Et une présentation tellement claire, je dirais, que pour le moment, nous n'avons pas de questions qui nous permettraient de rebondir tout de suite sur votre exposé. Peut-être que Bruno, qui nous a rejoint de nouveau, aurait quelques questions. Une première question, c'est toujours la première qui est la plus difficile. Oui, bien sûr, j'ai plein de questions à poser à Pierre-Jean parce que on travaille dessus ensemble, etc. J'en ai même deux, Pierre-Jean. Alors la première, c'est pour toi, on peut trouver que la position des canidés de Raygourdou est un peu étrange, en plus de celle des cervidés. Comment tu l'expliques? Alors la position des canidés à Raygourdou, c'est vrai qu'elle est assez élevée au final. Elle est au-dessus de celle des rennes et à peine à la limite des cerfs. Les cerfs et les rennes. Ouais, elle est juste entre les cerfs et les rennes, du coup, c'est un peu compliqué. Alors, les hypothèses que l'on a fait, c'est d'une part le fait que les canidés aient un régime peut-être plus omnivore que le lion des cavernes, notamment, qui lui se positionne très bas, puisque l'on sait que les loups vont consommer parfois des baies ou alors au contraire consommer des poissons qui, eux, possèdent des compositions isotopiques très élevées. Donc voilà, c'est peut-être tout simplement un biais lié à la consommation d'espèces aussi animales non échantillonnées dans notre étude, puisqu'on a échantillonné que
je ne sais plus, mais 4-5 taxons d'herbivores. Donc peut-être que les loups analysés ici consommaient des taxons, des espèces non échantillonnées ici. Et notamment, si alors, nous avons essayé de faire le même graphique que celui que je vous ai présenté là avec les courbes de consommation d'os, mais en ne prenant que le sanglier, par exemple, et on constate que si notre loup consommait du sanglier, on pouvait, il tomberait à la composition isotopique qu'on lui trouve réellement. Donc, voilà. Donc, si on dit que nos loups n'ont pas consommé les cerfs et les rennes, mais ont consommé plutôt des espèces comme le cheval ou le sanglier, là, on tombe plutôt raccord au niveau des compositions isotopiques. D'accord, merci pour cette réponse très claire. Alors, je ne sais pas si Marie-Cécile a des questions à te poser de la part du public. Sinon, oui, alors, vas-y Marie-Cécile. Alors, j'ai une première question. Que pourrait-il se passer si plusieurs générations restaient sur une alimentation végane? Au niveau des compositions isotopiques, je pense que, eh bien, on tomberait sur des données proches de celles des herbivores au final, qui, au niveau isotopique, ça serait la seule conséquence qu'on pourrait observer, tout en ayant chez les nourrissons qui seraient allaités, cette fois-ci des compositions isotopiques assez basses, puisque, comme on l'a vu, le lait donne des compositions plutôt basses. Mais au niveau isotopique, la seule chose qu'on observerait, c'est des données de type herbivore, puisqu'on serait devenu des herbivores et non plus des omnivores comme nous le sommes actuellement. J'espère avoir correctement répondu. Très bien, je crois. Merci. Alors, c'est une autre personne qui pose cette question. Pourquoi ces isotopes-là et pas les autres isotopes du calcium? Comment s'est fait le choix? Alors, c'est un choix qui est surtout méthodologique, puisque l'appareil que j'ai présenté tout à l'heure, le spectromètre de masse, qui nous sert à mesurer les compositions isotopiques, utilise un gaz qui est de l'argon et qui peut se complexer pour faire des éléments de masse 40, donc comme le calcium 40 qui est le calcium le plus abondant. Donc c'est pour ça qu'on ne peut pas mesurer, en fait c'est un problème analytique, on ne peut pas mesurer le calcium 40, donc on ne mesure pas. Et après on va mesurer les plus abondants, puisque ça va être les plus faciles à mesurer ensuite. Je ne sais pas si vous vous souvenez des valeurs d'abondance que j'ai montrées tout à l'heure, mais le calcium 42 et 44, qui sont ceux qu'on mesure, sont les 2 et 3e plus abondants. Donc voilà, c'est pour des raisons méthodologiques que l'on étudie ces deux isotopes et pas les autres. Une personne s'interroge sur le cas du cerf, qui est quand même, pour cette personne curieuse. Les rennes portent aussi des bois. Est-ce qu'il y aurait d'autres hypothèses pour expliquer ce que vous avez dit tout à l'heure à ce sujet? Alors, d'autres hypothèses, pour le moment, l'hypothèse que l'on favorise, elle est plutôt, à mon avis, à chercher au niveau de l'alimentation, sur des comportements alimentaires particuliers. On sait que, par exemple, les cerfs vont aller consommer des jeunes pousses d'arbres, consommer de l'écorce parfois, donc peut-être à chercher de ce côté-là, puisqu'on a vu que c'était plutôt au niveau du tronc des végétaux et des branches que vont se situer les compositions isotopiques les plus basses. Et en fait, on constate que les cerfs se placent très souvent à des valeurs assez basses au niveau isotopique. On l'a vu aussi sur les premiers résultats qu'on a sur d'autres sites. On a à chaque fois ces cerfs qui se placent à des compositions isotopiques plus basses. Alors, une autre hypothèse serait peut-être aussi de regarder du côté de la différence qu'il peut y avoir entre ruminants et non ruminants. Peut-être qu'il pourrait y avoir, du fait de cette double digestion, des différences qui apparaissent au niveau isotopique, puisque une assimilation différente
du calcium. C'est une autre hypothèse, mais pour le moment, il faut avoir plus d'échantillons pour pouvoir valider, invalider différentes hypothèses. Est-ce qu'il y a, à votre connaissance, des études sur la transition paléo-néolithique qui s'appuient sur les rapports isotopiques de calcium? Eh bien, l'étude que j'ai présentée tout à l'heure, quand je vous parlais un petit peu du calcium, enfin de l'utilisation du calcium en tant que traceur de la consommation de lait, cette étude s'intéresse à différentes populations. Donc, on a des populations mésolithiques, paléolithiques, épipaléolithiques et des populations plus modernes du 21e siècle et du 19e siècle. Donc, peut-être que si la personne est intéressée, je peux la renvoyer vers cette étude de Takai et collaborateurs qui est sortie il y a quelques semaines, je crois. Et peut-être qu'elle trouvera des réponses ici. Et voilà. À ma connaissance, c'est surtout cette étude qui travaille beaucoup sur le lait et la différence entre différentes populations. Très bien. Quelle peut être l'influence de la consommation de lichen pour le renne et Raygourdou 1? Alors, on l'a vu lorsque je montrais les résultats, il y a quelques données isotopiques sur de lichen. Enfin, il y a une donnée. Ce n'est pas énorme, mais voilà. Et le lichen, le seul qu'on a, possède une composition isotopique qui est parmi la plus élevée dans les végétaux. Donc, a priori, la consommation de lichen aurait tendance à donner des valeurs hautes de composition isotopique, donc comme les autres végétaux. Elle n'aurait pas tendance à tirer vers le bas la composition isotopique. Une autre question vient d'arriver. Si les muscles et les végétaux ont la même valeur, pourquoi penser à un régime plutôt carnivore qu'un régime mixte? Végétaux, muscles et os. Alors, dans ce qu'on dit, c'est qu'on suppose un régime, une consommation de viande, mais on n'exclut pas la consommation de végétaux. Alors, peut-être que j'ai trop insisté sur la consommation de viande, mais en effet, à l'heure actuelle, avec les données qu'on a, on ne peut pas exclure que les végétaux représentaient une part importante de l'alimentation de Raygourdou 1. Ça, il n'y a pas de... On n'a pas d'indice qui disent le contraire. On n'a pas d'indice qui le prouve, puisqu'il tombe à des valeurs de carnivore, mais moyennant la consommation plus importante de moelle, d'os, il pourrait très bien y avoir une importante consommation de végétaux. Quel est le procédé utilisé pour enlever le carbonate exogène? Alors, donc, ce que je dis, c'est on fait un lessivage à l'acide acétique. Donc, on va ajouter de l'acide acétique à notre poudre et les carbonates vont se solubiliser dans l'acide acétique, alors que l'hydroxyapatite va, elle, être attaquée plus tardivement. En fait, les carbonates vont se mettre en solution très rapidement, tandis que l'hydroxyapatite, elle, va attendre un petit peu plus longtemps. Alors, quand on fait la méthode de Litching, on attaque un petit peu l'hydroxyapatite, mais les tests que nous avons réalisés montrent qu'il vaut mieux attaquer un petit peu d'hydroxyapatite que de garder des carbonates, et que de toute façon, même si on attaque un peu l'hydroxyapatite, la composition isotopique n'est pas changée. Une nouvelle question. Le fémur et l'humérus de Raygourdou 1 paraissent en très bon état. Des phénomènes d'épigénie, c'est-à-dire de remplacement d'un minéral par un autre au cours de la fossilisation, sont-ils possibles pour des fossiles de néandertaliens? Alors, d'après ce qui a été montré, alors moi je ne me suis pas intéressé à cette question, mais ce problème a été étudié par d'autres personnes. Il n'y a a priori très peu de chances qu'il puisse y avoir
un remplacement du calcium par le calcium exogène de la manière indiquée dans la question. A priori, on n'a pas de remplacement de ce calcium. Est-ce que la signature isotopique des Néandertaliens pourrait être expliquée aussi, éventuellement, par la consommation de lait provenant de chasse de femelles allaitantes? On ne peut pas, enfin, a priori, la consommation de lait pourrait se traduire par ce type de composition isotopique, à condition que le lait provienne d'un herbivore ou de quelqu'un qui consomme exclusivement des produits végétaux sans incorporation d'os ou de moelle osseuse. Mais a priori, si on prend cette hypothèse, oui, il pourrait y avoir consommation de lait pour Régourdoux. D'accord. Les questions n'arrêtent pas de pleuvoir, hein. A-t-on un croisement de vos informations avec des analyses génétiques au point de vue adaptation alimentaire, si toutefois c'est possible? J'avoue que je ne sais pas. Voilà, Bruno répond. Non, on n'a pas ça pour le moment, mais c'est une bonne idée. Il faudrait penser à le faire, peut-être dans le cadre d'un sujet postdoctoral sur les populations que l'on sait plus sensibles à l'assimilation du lactose, etc. On note l'idée. Très bien. Est-ce que cela aurait un sens de superposer le positionnement de l'écosystème du Néandertal à celui de l'homme moderne? Alors, je ne suis pas totalement sûr d'avoir saisi la question. Je peux éventuellement, je pense que… Ouais, bon, après, je peux essayer de répondre à la place de Pierre-Jean. Puisque on ne vous l'a pas dit au début de l'intervention, mais au départ, le sujet de test de Pierre-Jean, et nous ne désespérons pas de réussir à le faire, que nous avions envisagé avec Vincent, était naturellement d'essayer d'analyser les signatures isotopiques des premiers hommes anatomiquement modernes du Levant et peut-être des Néandertaliens du Levant. Et donc, on avait cette idée de se dire, peut-être que finalement, cette signature isotopique nous donnerait des signatures d'exploitation des écosystèmes de ces deux lignées humaines différentes, voire des écosystèmes un peu différents. Donc, malheureusement, la crise de la Covid-19 ne nous a pas permis de faire le travail qu'on doit faire avec nos collègues israéliens pour accéder à ces fossiles, mais on ne désespère pas d'y arriver d'ici la fin de la thèse de Pierre-Jean ou dans le cadre d'un projet postdoctoral. Et peut-être qu'on pourra leur répondre à cette question. Alors, une autre question. Depuis quand s'intéresse-t-on aux isotopes de calcium en recherche pour étudier les régimes alimentaires ou autre chose? Qu'en est-il de Cro-Magnon? A-t-on des données? Alors, le calcium, on a commencé à s'y intéresser dès les années 90. Cependant, le type de machine qu'on utilisait, ce n'était pas le même spectromètre qu'on utilise actuellement. Il permettait de faire très peu d'analyses. Enfin, les analyses sont très longues à faire. Déjà qu'elles sont longues là sur celui sur lequel je travaille, sur l'autre qui a un spectromètre de type TIMSS. Les analyses sont très longues à faire et s'il y avait déjà des différences entre herbivores et carnivores qui avaient été observées, on ne pouvait pas avoir une grande batterie d'échantillons afin de pouvoir avoir autant d'échantillons, par exemple, qu'on l'a ici à Régourdoux. Et donc, la méthodologie sur le spectromètre que j'utilise, elle a été développée à Lyon par le doctorant qui était là juste avant moi. Donc, elle date des années de 2016, je crois, la publication de la méthodologie. Donc, c'est assez récent. Et pour le moment, sur la période temporelle, donc Cro-Magnon, il y a
pas de données, à part, du coup, les plus proches sont probablement celles de Régourdou qu'on a publiées. Alors, Marie-Françoise Dio aurait souhaité revoir le dernier tableau et la carte, si c'est possible. Alors oui, je vais la chercher. Hop. Je vais repartager mon écran. Hop. Hop. Donc c'était, je suppose, celle-là. Hop, alors avec tous les sites, voilà. Je suppose que c'était celle-ci. Oui. Si vous pouviez la commenter davantage éventuellement. Alors, l'idée, c'était juste pour présenter un petit peu déjà les 6 sites que l'on va étudier. Et on a essayé, on a en l'occurrence un site par stade isotopique, puisqu'on sait que les stades isotopiques correspondent à des variations climatiques importantes. L'idée, voilà, donc c'était d'avoir un site par stade isotopique pour voir si on pouvait observer des différences en fonction du climat. Et puis après, voilà, c'est juste une carte pour positionner les différents sites sur la carte. Donc voilà, c'était juste pour illustrer rapidement les prochains sites qu'on va analyser. Voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Hop, je reviens ici. Dans tous les cas, Oui. bonsoir à Marie-Françoise, et juste pour compléter la réponse de Pierre-Jean, nous avons les autorisations naturellement pour prélever sur tous ces gisements, sur la faune et sur les néandertaliens. On remercie énormément les services régionaux de l'archéologie de la région Nouvelle-Aquitaine, Franche-Comté, Bourgogne-Franche-Comté, Normandie. Et si j'espère que nous allons faire ça d'ici l'été, quasiment, que Pierre-Jean aura tous ces échantillons d'ici l'été, et ce sera la première, à ma connaissance, la première analyse isotopique discutant à la fois ces variations de comportement alimentaire et de données paléo-environnementales qui s'inscrira sur une période chronologique aussi longue pour un taxon fossile humain. Il y a encore une question. Je crois que sur une diapo, vous avez parlé d'hippopotame. Ah. Alors oui, en effet, je vais peut-être la remettre, je vais la rechercher. On vous demande si vous pouvez expliquer la position de l'hippopotame proche des carnivores. Il faudrait peut-être avoir le document sous les yeux, la bonne diapo. Hop, je vais le partager. C'était effectivement au début. Ouais, hop. Donc c'est, je pense, cette diapo-là où on a un écosystème qui est un écosystème africain du parc national de Tsavo. Et en effet, oui, les hippopotames se positionnent ici à des compositions isotopiques très basses. Alors, il faudrait que je jette un coup d'œil dans la publication pour savoir comment les auteurs expliquent ces données isotopiques. J'avoue que je ne me souviens plus du tout. Mais en effet, c'est vrai que les hippopotames viennent se placer entre les hyènes et les félins. Donc, à une position un peu particulière, en effet. Mais il faudrait que je rejette un coup d'œil à la publication où je vous invite à le faire. C'est Martin et collaborateurs en 2018. Donc voilà, je me souviens plus, ça m'échappe là actuellement, l'explication qui est donnée. Est-ce que tu peux supposer que ça pourrait être lié à la consommation de plantes aquatiques, de rhizomes, de nénuphars, des choses comme ça? Même si on sait que les hippopotames broutent à l'extérieur de peut-être, à ma connaissance, il n'y a pas de données de composition isotopique sur des rhizomes aquatiques ou même sur quelques rhizomes, mais sur des rhizomes aquatiques ou des plantes aquatiques, il n'y a, à ma connaissance, aucune donnée. Donc, peut-être, pourquoi pas, mais à ce moment-là, ça serait intéressant. Il faut savoir que ça fait aussi partie des projets de la thèse, d'analyser un certain nombre de végétaux qui auraient pu être exploités par l'homme afin de mieux
cerner les différentes sources de calcium qui pourraient qui pourraient être rentrées en compte. Alors, je ne sais pas si Jean-Philippe Brugal est toujours avec nous, parce que j'ai eu des questions, mais par petits bouts de sa part, et je ne sais pas si je vais pouvoir les retranscrire parfaitement. Je crois qu'il souhaitait que vous reveniez peut-être sur le niveau trophique entre carnivore et herbivore, qui pour lui n'était peut-être pas clair. Je ne sais pas si soit M. Brugal peut préciser sa question, s'il est encore avec nous, ou si vous avez des éléments, Pierre-Jean, à ce niveau-là. Eh bien, du coup, je pense que c'est un peu la même diapositive que celle que je viens de remontrer. Donc, je vais la reprendre. Hop. Alors, hop. Hop. Donc oui, c'est la valeur de moins 0,3 pour 1000, je pense, qui est fait l'objet de la question, entre carnivores et les proies. Alors, cette valeur, elle a été définie dans cette publication de 2018 sur la base de ce réseau trophique que je présente ici, mais aussi d'autres réseaux trophiques. Il s'agit bien entendu d'une moyenne qui a été obtenue. Alors, pour voir les détails du calcul, je pense que je vous renvoie sur la publication. C'est la donnée qui est… C'est l'information qui est donnée si on prend la moyenne des carnivores et la moyenne de leur proie. Donc, on obtient cette valeur de moins 0,3 pour 1000 qui, bien sûr, on est face à des espèces qui ont une mobilité, mais aussi qui ont des processus biologiques qui peuvent être très complexes. On peut penser à des périodes de carence, à des périodes d'allaitement, à des périodes de mise bas, etc., qui peuvent bouleverser et modifier totalement les balances osseuses et les conditions dans lesquelles vont se répartir les isotopes. Donc, c'est pour ça qu'on peut avoir parfois des individus qui vont à des compositions assez inhabituelles et contraires à ce qu'on attend. Donc là, le moins 0,3 pour 1000 se base sur une moyenne de plusieurs populations d'herbivores et de carnivores. D'accord. Monsieur Brugal soulève également un point, peut-être l'importance de l'eau de boisson, peut-être un problème de contamination par micro-organismes. Alors, l'eau de boisson, elle était sur une figure, il y a des données sur plusieurs eaux de boisson, je vais la retrouver et je vais vous l'afficher. Hop. L'eau de boisson, elle a une composition isotopique qui est quasiment à 0. J'ai retrouvé la diapo, donc je vais vous la mettre. Elle est ici. Donc, on voit l'eau de boisson, elle est ici. Donc, comme je le disais, elle a une composition isotopique proche de 0. Et donc, globalement, au-dessus de tout ce que l'on connaît en plantes et en viande, il y a seulement les œufs qui possèdent des compositions isotopiques qui sont supérieures à l'eau de boisson. Et donc, l'eau de boisson, on peut supposer qu'elle fasse plutôt un effet tampon. Elle va avoir tendance à lisser toutes les compositions isotopiques au même niveau. Mais après, la concentration en calcium dans l'eau de boisson doit être prise en compte dans ce genre de calcul, puisqu'elle est quand même relativement faible, notamment par rapport à l'os ou à d'autres sources de calcium. Donc, ce n'est pas à négliger, hein, mais globalement, je pense qu'elle aurait un effet assez similaire sur les herbivores ou les carnivores. Alors, bien sûr, un effet un petit peu plus important sur les carnivores, mais comme globalement, elle est à 0, elle est au-dessus de toutes nos données, elle ne devrait pas avoir trop d'impact. Pour ce qui est des micro-organismes, eh bien ça, pour le moment, on n'a pas de données du tout dessus.
Donc, je ne peux pas répondre à cette question. Bien, merci. Je crois que les questions commencent à se tarir. J'arrive au bout. Elles étaient très nombreuses. J'espère ne pas en avoir perdu en route. Voilà. Peut-être Bruno aurait éventuellement quelque chose à ajouter ou un dernier échange entre vous. Voilà. Je pense que du côté du public, en tout cas, plus rien ne me parvient. Mais je n'ai pas grand-chose à ajouter. Je pourrais poser d'autres questions, bien sûr, à Pierre-Jean, puisqu'on échange tout le temps par rapport à ça. Mais moi, je trouve que il faut essayer de trouver quelque chose de très positif au fait que malgré tout, on ne se retrouve pas au niveau de l'amphi du musée, ce qu'on regrette tous. Mais ce qui m'a semblé assez intéressant, c'est qu'il y a eu, je trouve, beaucoup de questions finalement de la part du public. Alors peut-être que l'idée d'écrire quelque chose en ligne a facilité cet échange. Et je vous remercie d'avoir posé toutes ces questions à Pierre-Jean. Ça lui a fait un bon exercice, y compris des questions de collègues professionnels, archéozoologues, de réputation mondiale. Donc, ça va lui permettre d'avancer dans sa réflexion. Je peux vous donner quelques informations, si tu en es d'accord, Marie-Cécile, pour le futur agenda, en tout cas des conférences de la SAMRA, que tu pourras peut-être toi-même compléter par celui du musée. Au niveau des conférences, donc voilà où nous en sommes. Alors le musée va organiser tout un ensemble d'animations ce printemps et ce début d'été. Donc la SAMRA va se remettre un petit peu en stand-by et on espère avoir notre prochaine conférence en présentiel selon les modalités que nous autorisera le ministère de la Culture au mois de juillet. Et comme promis l'année dernière, on va faire de notre mieux pour réinviter Martine Roger qui nous parlera donc des relations hommes-abeilles en présentiel avec, on l'espère, la possibilité de partager quelques verres d'hydromel cette fin de journée-là, puisque sa conférence avait également passionné beaucoup de monde. Au mois de septembre, j'espère que nous pourrons inviter une jeune postdoctorante qui nous parlera d'histoire de peuplement, de pratiques funéraires via l'étude de l'ADN ancien. Donc, vous voyez, on reste dans des domaines de forte ingénierie scientifique. Au mois de novembre, nous avons l'accord et la certitude que nous aurons Jean-Bernard Huchet, qui est un des rares archéo-entomologues français, qui nous parlera des cohortes d'insectes qui s'intéressent aux cadavres avec une conférence qui pour l'instant s'appelle Cadavres Esquis. En décembre, j'espère que nous aurons Vincent Delvigne qui pourra nous parler des taphonomies des matières premières siliceuses. De taphonomie, excusez-moi, ou non, des taphonomies, c'est bien ça, des matières premières siliceuses. Et puis, pour l'Assemblée générale du mois de janvier 2022, nous avons l'accord de Jean-Michel Geneste qui viendra nous parler de la grotte Chauvet en nous présentant ce magnifique volume 1 de l'Atlas de Chauvet qui a été publié cette année. Voilà, Marie-Cécile, je te passe la parole. Oui, écoutez, c'est effectivement une excellente chose de pouvoir se projeter au moins sur des conférences, peut-être en ligne dans un premier temps et en présentiel dès qu'on le pourra. Nous vous donnons rendez-vous dans 2 semaines pour le vendredi 9 avril. Une table ronde cette fois-ci, organisée en partenariat avec l'ASCO suite à un appel à projet de Cap Science sur le thème des chevaux et des hommes. Nous accueillerons donc Jean-Luc Guadelli, Romain Pigeot et Sébastien Lepetz. Alors peut-être pas tous les 3 au même endroit, enfin ça sera encore techniquement peut-être un véritable challenge, mais on espère vous retrouver nombreux. Bien entendu, nos abonnés à la lettre d'information du musée recevront les informations pour les inscriptions en temps et en heure, donc c'est-à-dire très prochainement. N'hésitez pas, pour les personnes qui ne sont pas encore abonnées ni à notre page Facebook, ni à la lettre d'information du musée, à le faire, comme ça vous recevrez toutes nos invitations et on aura le plaisir de vous revoir donc très bientôt. Peut-être par écran interposé encore un petit moment. Merci encore Pierre-Jean, merci Bruno et merci à tous
pour votre attention soutenue, puisque nous avons dépassé les 80 connexions et nous y sommes toujours. Donc, ça veut dire que vous avez vraiment beaucoup apprécié toute cette présentation. Donc, je tenais à terminer, en tout cas, par voilà, dire à Pierre-Jean que vous avez un fan club derrière les écrans, parce que tout le monde vous félicite et tout le monde vous remercie pour cet exposé sur ce thème. Merci Super. beaucoup. Je suis très heureux de savoir qu'il y a eu 80 personnes qui ont suivi cette conférence. Bravo, bravo, encore merci au musée pour toute cette magnifique organisation. Le système est très très bon, Marie-Cécile. On peut être très content. Bravo à toi et bonne soirée. Et bravo Pierre-Jean. Et à tous, à très bientôt. À très bientôt. À bientôt. Au revoir.